Bonjour à tous, bienvenue sur Radio CHU pour votre émission Les Secrets de la Casserole animée par Jean Mériot. Bonjour Jean. Bonjour Clarisse. Aujourd'hui, nous parlerons du matériel de cuisine. Oui, le matériel de cuisine, c'est quand même un élément très important pour préparer les plats et ainsi de suite, toute une recette. On n'en parle pas souvent, on laisse les gens un peu se débrouiller avec ce qu'ils trouvent, mais il y a des règles à respecter pour que la cuisine soit faite dans les meilleures conditions et efficaces, rentables, intéressantes et qu'on ait un produit qui soit bien fini. Il faut un matériel adapté. Ça, c'est indispensable. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, il ne faut pas se jeter sur la première casserole venue, parce que ça sera une casserole, ou une gamelle, ça sera, qui a du matériel, qui est approprié, qui est vraiment adapté à faire ce que l'on veut, même de la cuisine ménagère. Il faut investir pour se délecter. Il faut investir un tout petit peu pour se délecter, comme vous dites, c'est indispensable. On n'est pas obligé de se ruiner, parce qu'il y a des casseroles à des prix exorbitants, mais c'est pas la peine de tomber dans ce travers-là. Et entre les deux, on trouve des choses qui sont très intéressantes. Alors les casseroles, traditionnellement, elles sont généralement utilisées pour la fabrication des recettes à base de liquide, mais aussi pour les cuissons en général. Elles peuvent servir à faire cuire du riz, des pâtes, des sauces. On peut les mettre au four. Une casserole va très bien au four si elle n'a pas un manche en plastique ou en bakélite. Oui. On peut très bien la mettre au four, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je conseille, moi, bien sûr, mais on en trouve rarement, c'est les casseroles en cuivre. Oui. Alors, les casseroles en cuivre, on ne les fait pas cuire directement dans le cuivre, les aliments, à part pour la confiture. Elles sont étamées, un étamage. Mais maintenant, on a un peu changé cette méthode-là. L'étamage devait être renouvelé régulièrement. C'était un peu laborieux et compliqué. Maintenant, on a des casseroles cuivre inox. Oui. Ce qui est un compromis parfait. On garde les caractéristiques de le cuivre, c'est-à-dire la conduction de la chaleur. C'est-à-dire que vous allez avoir une cuisson plus homogène. Il n'y a pas que le dessous de la casserole qui compte aussi, il y a les côtés aussi qui apportent l'ébullition parce qu'ils vont transmettre la chaleur jusqu'en haut de la casserole. Donc une casserole en cuivre, c'est la Rolls. On peut trouver autre chose, il y a des casseroles tout inox maintenant, mais le principe de la casserole, c'est que la casserole doit être très épaisse. Plus votre casserole est épaisse, mieux sera le résultat. Et la céramique ? La céramique, ça débute, on a de bons résultats, mais il y a un petit souci avec la céramique, on n'a pas encore ce phénomène de sucre qui va accrocher au fond de la casserole, qui va vous permettre ensuite de déglacer, de récupérer des sucres et de faire un jus, une sauce ou quelque chose qui aura plus de goût. Ça va venir. Les professionnels travaillent dessus, les cuisiniers conseillent, on est en train d'y travailler, ça a été comme au départ, on avait d'autres éléments qui n'ont pas marché. On va essayer de trouver une solution et je pense qu'à l'avenir, la céramique sera un matériau de pointe et les casseroles seront beaucoup plus intéressantes parce qu'on peut travailler sur les couleurs, ce sera beaucoup plus joli que l'inox qui est quand même un peu tristote. Ou alors on se fait offrir les belles poêles de Villedieu-les-Poêles. Voilà. Il y a bien sûr des hauts de gamme, ça, il n'y a pas de souci. Ça marche tout seul, on ne se pose pas la question. Mais la règle générale, c'est l'épaisseur d'une poêle, d'une casserole, d'un rondeau. Alors, on va parler un peu des différents pareils. Les casseroles, alors moi, dans les casseroles, une casserole, c'est quoi ? Ça a des bords droits. D'accord. Après, vous en avez d'autres qui ont les bords légèrement évasés, on appelle ça des russes. Oui. C'est un peu différent. Ou alors, on appelle aussi des sauteuses, parce que ce sont les bords un peu travers. Ça permet de faire sauter avec un mouvement de rotation dans la casserole les aliments sans y toucher avec une cuillère et une spatule. Ça évite de les abîmer. Mais ça demande un petit geste technique. Mais les ménagères, j'en connais beaucoup qui arrivent très bien à faire remuer leurs aliments dans la casserole évasée sans poser de problème. Ensuite aussi, il faut penser aux casseroles anti-adhésives qui sont très bien pour certaines choses et négatives pour d'autres. Comme j'expliquais tout à l'heure, on ne peut pas faire récupérer des sucres dans une casserole anti-adhésive. C'est pas possible. Donc on n'aura pas ce petite réaction chimique qui se produit lorsqu'on déglace, on appelle ça déglacer, récupérer le sucre avec un liquide pour donner le goût à une sauce. On n'aura pas ce phénomène-là. Ça, c'est un peu ennuyeux, mais une casserole traditionnelle fait bien l'affaire. Alors, dans les casseroles, ce que je conseille, à moi, un ménage de 4 personnes, il faut au moins 4 casseroles de base. Oui. C'est pas la peine d'acheter 50, ça sert absolument à rien. Mais 4 casseroles. Alors, la petite de 15 cm pour chauffer vite fait une bricole, un peu d'eau, du lait, une bricole. 18 cm, un peu plus grand. 20 cm et 25 cm. Une fois que vous avez ça, nous sommes parés. Vous êtes parés. Vous avez vraiment de quoi travailler, de faire 50 choses à la fois. Déjà, une plaque traditionnelle maintenant à gaz électrique n'a pas plus de 4 positions, de 4 feux. Donc, ça ne sert à rien d'avoir 15. Vous n'allez pas les mettre les unes sur les autres. Donc, 4
casserole suffisent largement. Après, les poêles, on peut avoir 2-3 poêles. Toujours pareil, une poêle Tefal toujours en bon état. C'est indispensable pour faire cuire des œufs, du poisson, des omelettes, des choses fragiles, ou certains légumes qui s'abîment vite. Une vraie poêle un peu lourde en fonte qui peut permettre à faire cuire les viandes pour les saisir, pour avoir ce goût de saisie et que les sucs soient caramélisés et qui empêchent le jus de la tranche de viande qu'on a mis dedans de s'en aller, en partie. Ça, c'est indispensable. C'est un peu le b.a.-ba de la cuisine, ce genre d'instrument. Et à partir de là, on peut commencer à travailler en cuisine. Nous voilà équipés. Voilà. Ensuite, on va parler des rondeaux. Le rondeau, qu'est-ce que c'est que le rondeau ? Le rondeau, c'est l'élément un peu plus gros. Là, on parle de 35 à 40 cm de diamètre. J'ai parlé en diamètre tout à l'heure, de casserole. Donc le rondeau, c'est un ustensile qui ressemble à une petite marmite. C'est généralement en acier inoxydable. On en trouve en fonte, du creuse, la marque Le Creuset, mais c'est déjà un peu plus lourd. Oui. C'est très bien. Alors, la fonte a un avantage d'être extrêmement conductrice de chaleur et ensuite va sur nos plaques modernes à induction. Puisque le principe pour l'induction, il faut que le récipient aimante. C'est ça. Alors le test à faire, quand vous achetez, moi j'ai toujours sur mon trousseau de clés un tout petit aimant accroché. Quand je vais changer de casserole, acheter autre chose, je me prends mon petit aimant, je contrôle. Parce que certains vous disent oui, ça va sur l'induction, mais pas toujours. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est très simple, un petit aimant, clac, on contrôle ça, si son récipient va bien et on peut l'acheter. Et le rondeau, donc, c'est plutôt le ragoût. C'est plutôt pour le ragoût, pour les grosses quantités et lorsqu'on veut faire un plat. Et moi je conseille de faire des fois, quand on fait un bourguignon, d'en faire beaucoup plus. Vous préparez votre bourguignon, vous en mangez le jour même, et le reste, vous le mettez en barquette au congélateur. Ça, c'est absolument aussi bon décongelé que frais. Vous verrez, même la recuisson apporte un peu de saveur, un peu de goût. Donc vous avez tout intérêt à acheter 2-3 kilos de bœuf, de cochon, de ce que vous voudrez, d'agneau, faire des sautés, des ragoûts, c'est la saison, et d'en mettre en barquette de côté au congélateur, et vous avez 2-3 repas d'avance. Pour en profiter plus longtemps. Voilà, pour en profiter plus longtemps. Et puis si des amis arrivent à l'improviste, le plat est tout prêt, il n'y a plus qu'à le mettre à réchauffer, on gagne du temps, c'est merveilleux, et ça marche tout seul. Alors le rondeau, c'est l'élément qui est indispensable. Déjà, on peut faire stériliser des bocaux, on peut faire des tas de choses dans un rondeau parce qu'il est grand. Vous faire des confitures, vous en mettez 5-6 bocaux au fond, vous mettez des linges pour les séparer, vous mettez à bouillir. Il faut qu'il ait un couvercle, et ça c'est indispensable. Et vous pouvez faire des confitures, des conserves et ainsi de suite. Alors, le rondeau, actuellement, c'est la saison du chou. Quand vous achetez un chou, vous allez le couper en petits bouts, ça vous fait du volume, c'est énorme. Oui. Votre petite casserole de 25 cm ne suffira pas. Ça va être compliqué, il va falloir écraser, appuyer, tenir, l'eau va déborder. C'est pas mal. Vous prenez votre rondeau, tranquille, vous mettez vos choux émincés, nettoyés dedans, vous les blanchissez, blanchir c'est-à-dire les faire bouillir, et vous avez un récipient qui est adapté. Et une cuisine qui va être beaucoup plus facile grâce au rondeau. Je vais m'équiper en rondeau, je n'en ai pas. Voilà, il ne reste plus qu'à faire un petit achat. Alors, toujours pareil, un fond très épais. Sur un rondeau, on ne cherche pas à avoir des bords très épais parce que ça serait trop lourd. Mais un fond très épais, double fond, faire attention aux anses, qu'elles soient bien fixées, bien soudées, pas des anses rajoutées avec un petit rivet, donc ça, ce n'est pas valable. Et un couvercle adapté dessus qui va bien. Alors après, bien sûr, il faudra trouver le petit endroit pour le ranger dans la cuisine, mais bon. Oui. Parce que 45 cm, ça fait 25 à 30 cm de hauteur, c'est déjà un récipient. Ça prend un peu de place. Voilà, ça prend un peu de place. Donc voilà, alors pour ce qui est du reste, en pâtisserie aussi, pour travailler en pâtisserie, ce que je conseille, c'est la plaque anti-adhérente. Bien sûr, il y a une marque très connue qui est Tefal, il y en a d'autres, qui fait 40 cm sur 30 cm, c'est la dimension standard, et il y en a, c'est 35 sur 28, mais bon, peu importe. Alors cette plaque-là, bien sûr, c'est indispensable dans une cuisine pour faire cuire tout ce que l'on veut. Si on veut faire un biscuit roulé, faire des tartes, des pizzas en rectangle, ou même si vous avez après, ce qu'il faut rajouter aussi, c'est le rond en inox, le cercle en inox. Parce que si vous avez un cercle en inox et une plaque comme ça, vous n'avez pas besoin d'autre chose. On peut tout faire. Vous faire beaucoup de choses, déjà, avec 2 éléments qui ne vous ont pas coûté grand-chose. Le cercle en inox, ça coûte 3 francs 6 sous. Vous prenez la dimension qui vous convient. Dimension de base, on va dire 24 cm. On part toujours sur une famille de 4 personnes. Donc 24 cm de diamètre. On a déjà des belles tartes, faciles à consommer, à manipuler. Et ça vous fait 6 belles parts.
S'il y a des gourmands dans la famille, ils peuvent C'est se raisonnable. resservir. C'est raisonnable, voilà. Et alors, le cercle va très bien sur la plaque anti-adhésive. On n'aura pas de surprise, ça va se défaire tout seul. On glisse un carton dessous, une assiette, et puis c'est sur la table. Hein. C'est pas très compliqué. Il n'y a plus qu'à déguster. Il n'y a plus qu'à déguster. On parlera dans une autre émission des pâtes à tarte, des tartes, où on pourra faire une émission sur les tartes, parce qu'il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Avec plaisir, Jean. Voilà. Alors, on va parler aussi des petits moules à cannelés, puisqu'on est à Bordeaux. Donc, Oui. les moules à cannelés, Les vrais moules à les cannelés. vrais moules à cannelés, alors, il y a les deux possibilités. Bien sûr, si on a un peu de quoi investir, il vaut mieux acheter des moules en cuivre. Hein. On aura un résultat fantastique. Ça va caraméliser autour, ça sera plus joli. Ça sera Alors, moi, je conseille les de diamètre, 4,5 de diamètre. C'est les moyens, c'est entre le gros, le petit, voilà. Ça, c'est plus facile. La cuisson est un peu moins longue, hein, parce que si vous prenez des moules à cannelés très gros, la cuisson est très longue. Oui. Et pour une ménagère, c'est pas toujours très intéressant et c'est un peu coûteux. L'électricité, quand même, on nous en fait pas cadeau. Donc, c'est un peu dommage. Donc, des 4,5, 3,5, 4,5, ces dimensions-là, c'est très bien un moule cuivre. On peut aussi acheter des moules en silicone. Ce sont des plaques préformées. C'est assez facile d'entretien. Alors, il y a plusieurs qualités. Attention. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, parce qu'un moule en silicone, on a tendance à les laver à la machine à laver. C'est une petite erreur de les laver dans le lave-vaisselle. Ça les dégrade très rapidement. Oui. Alors, vaut mieux les laver à la main, les faire tremper un petit peu, les laver à la main. Je vous le conseille parce que les lessives des lave-vaisselle sont très agressives et le silicone ne supporte pas. Au bout de quelques lavages, on va enlever le vernis et c'est ce qui empêche d'adhérer. D'accord. Alors, il y a d'autres ruses. On va employer des moyens techniques. C'est d'acheter une bombe, un spray anti-adhésif. C'est de l'huile en bombe, hein, c'est un mélange gazeux, et on donne un coup de bombe à son moule avant de s'en servir, sur les plaques, même moi j'en donne sur les plaques à pâtisserie, même lorsqu'elles sont Tefal. D'accord. Ça sera encore plus facile. C'est une bonne idée. Ça se défera beaucoup plus vite, ça glissera tout seul. Donc, un petit coup de bombe. Sur les moules, sur tous les moules en général, hein, moi j'ai un petit coup en tant que professionnel, sur tous les moules, on gagne un temps fou, ça va plus vite, et après quand vous nettoyez votre plaque, ça va tout seul, un petit coup d'éponge, c'est propre. Et les cannelés au micro-ondes, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne suis pas d'accord. Non, il y a des recettes qu'il faut respecter, s'amuser à gagner du temps, on va laisser ça... Respectons la tradition. Respectons la tradition, parce qu'on n'a pas le même résultat. J'ai fait des essais, non, c'est pas du tout pareil, c'est moins savoureux, la cuisson n'est pas la même, non, ça c'est une erreur, je pense. En général, la cuisson au micro-ondes est une cuisson pour les gens pressés, mais pas pour les gastronomes. C'est noté, Jean. Nous allons faire une pause musicale avec Juliette Gréco et sa chanson La cuisine. Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangés dans le musée Grévin du ciné-club et de Sam Lévin, regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi. Nous venons d'écouter La cuisine de Juliette Gréco et je retrouve Jean Mériot sur le thème du matériel de cuisine qui va nous parler aussi de la recette des cannelés. Oui, parce que nous avons parlé tout à l'heure des moules. Alors maintenant, il faut les remplir, ces moules. C'est bien joli d'avoir des jolis moules en cuivre ou des jolis moules en silicone, mais maintenant, il faut les remplir. Alors, pour ce qui est on va revenir un petit peu sur les moules en silicone. Ne pas oublier, par contre, de les passer un coup de gras dessus, comme je disais, avec la bombe. Lorsqu'on prépare les préparations, c'est préparer, mouler, cuisson de suite. On ne laisse pas attendre une préparation dans un moule. Ce n'est pas bien. S'il y a des réactions chimiques avec des blancs d'œufs, des ceci, ça va retomber. Surtout que c'est en petite quantité, on n'aura pas le même résultat. Alors surtout, on moule et on fait cuire. Le four doit être préchauffé et on met à cuire nos cannelés ou ce que l'on met dedans. Si c'est des petits gâteaux, des biscuits, des tartes, ça doit être fait instantanément. Il faut être organisé. Il faut être organisé et précis. Voilà. Et lorsque vous faites une petite tarte, on parlait de cercle tout à l'heure pour faire des tartes, vous moulez votre pâte à tarte, vous la passez au congélateur, ça c'est un conseil technique de pâtissier, vous la passez au congélateur une dizaine de minutes et vous la mettez au four chaud de suite. C'est-à-dire que les bords n'auront pas le temps de descendre, de bouger. Ça ils seront durcit déjà la pâte. un peu cuits. Voilà. Donc vous aurez une tarte qui sera bien précise, avec des bords bien droits, qui se tiendront bien. Vous aurez un aspect beaucoup plus technique et beaucoup plus professionnel. Plus joli. Plus joli. Voilà. Alors maintenant, on va parler des cannelés et de la recette des cannelés. Alors, c'est la recette traditionnelle bordelaise que je fais moi. J'ai un peu
tripoter un peu la recette, parce que vous savez, les Initial, cuisiniers, on aime oui. tous adapter les recettes à notre façon de travailler. Il y a nos éléments. Voilà, c'est-à-dire la température du four, les moules, voilà, notre batteur, et ainsi de suite. Il faut bien regarder. Il faut être très observateur quand on fait à manger. Il faut regarder comment réagissent vos aliments, comment réagissent vos recettes, et ne pas avoir peur de les refaire si on s'est planté, si ça n'a rien donné. On recommence le lendemain, rapidement, on recommence, on essaie d'améliorer sa recette. Puis après, on comprend vite les réactions chimiques qui se produisent lorsqu'on fait une recette un peu technique. Alors, les cannelés. Qu'est-ce qu'on met dans les cannelés? Du lait entier, indispensable. Le lait entier, parce qu'il y a la matière grasse dedans. Ça, il faut la garder. La crème qu'il y a dedans, il faut la garder. Donc, on va partir sur un demi-litre de lait entier. 500 grammes. Voilà, 500 grammes. Moi, je pèse. Je prends un principe qu'il est plus facile de définir en poids les choses qu'en litres ou en décilitres ou en millilitres. On est beaucoup plus précis. Et puis, la bascule, une fois qu'elle est réglée, on n'y touche plus. On fait tard à chaque fois. Un point, c'est tout. Et ça évite les erreurs. Donc, je mets tout en grammes. C'est beaucoup plus facile. Alors, 500 grammes de lait, souvent le poids spécifique d'un produit à un autre est à peu près le même. Sur des liquides comme ça ne change pas beaucoup. Oui, Si pas vous de mettez variation. 500 grammes de millilitres, on est à 2 grammes et quelques, à 1,5 gramme, 2 grammes doit être pareil. Donc, ça ne changera pas la recette. Alors, 500 grammes de lait entier, 25 grammes de beurre, 245 grammes de sucre semoule, 135 grammes de farine de bonne qualité et 3 œufs, une gousse de vanille et 20 grammes de rhum ambré de qualité. Ça sert à rien de mettre du rhum qui ne vaut rien, parce qu'à la cuisson, il aura tout disparu, il n'y aura aucun parfum. Il faut prendre un rhum de qualité, c'est Oui, il ne indispensable. doit pas s'évaporer. Voilà, il va rester, il va donner sa saveur, son goût, ça va parfumer le gâteau comme il se doit. Un rhum blanc de mauvaise qualité servira absolument à rien. N'en mettez pas, c'est pas la peine. Il vaut mieux prendre un produit de qualité. Alors, comment on procède? Une casserole. Alors là, pour cette recette-là, on va parler en centimètres. C'est notre casserole de 20 cm qui va être... Ouais. qui va nous servir. Il faut qu'on Moyenne. aille vite un petit peu. Donc, il ne faut pas que le liquide soit haut dans la casserole. Il faut qu'il soit un peu à plat. Donc, on prend des casseroles un peu plus larges pour aller un peu plus vite. Donc, on met notre demi-litre de lait entier. On met notre beurre, notre vanille, notre gousse de vanille qu'on aura fendue sur la partie large. Alors, la technique pour fendre une gousse de vanille, vous les mettez sur votre table et avec votre couteau, vous l'écrasez un petit peu. Vous l'appuyez sur la partie plate. Et après, vous allez la couper en deux par le milieu. Gratter les petits bouts de grains de vanille, les mettre dans le lait. On ne met pas la gousse. On met la gousse aussi. Aussi. On met tout l'ensemble. Alors moi, je coupe en deux la gousse par le milieu Oui. et je mets tout ça dedans une fois que ça a été gratté, à bouillir avec le beurre. Ensuite, on met dans notre batteur, notre farine, notre sucre. On va verser là-dessus le lait bouillant en 3 fois. D'accord. On fait tourner le batteur, on met un tiers du lait, on fait tourner, quand c'est mélangé, on met l'autre morceau, l'autre quantité, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Une fois qu'on a mis ça, on rajoute les œufs. Alors les œufs, il y a un œuf entier et 2 jaunes. Soyons D'accord. bien précis. Un œuf entier, 2 jaunes. On va rajouter le rhum, les 20 grammes de rhum. On donne un petit coup de mixeur à notre appareil. Alors, en professionnel, on L'appareil, appelle l'ensemble des produits rassemblés un appareil. Voilà. Donc l'appareil, on lui donne un coup de mixeur, on filme notre bassin, on peut le laisser dans le bassin, si c'est un bassin en inox d'un batteur ou plastique, on peut le laisser dedans, pas la peine de salir de la vaisselle, vous le filmez bien filmé, bien fermé, vous le mettez au frigo 12 heures jusqu'au lendemain matin. Ça, c'est indispensable, de laisser reposer l'appareil. Le lendemain matin, on mélange bien notre appareil, bien le mélanger parce que la farine aura tendance à descendre au fond du batteur. Il faut bien mélanger. Et là, on préchauffe notre four, on sort nos moules à cannelés ou nos plaques silicone et on remplit. Et avec cette quantité-là, vous pouvez faire 25-30 petits cannelés. Oh, on a largement qui de est quoi déjà se sympathique. régaler. Voilà. Et pourquoi ce temps de 12 heures au réfrigérateur? C'est pour ça permettre déjà le rhum de parfumer l'ensemble. La farine de gonfler, parce que la farine, vous savez, sous l'effet de l'humidité, va gonfler. Si vous le faites instantanément, on n'aura pas le même résultat, il n'y aura pas la même liaison dans le cannelé. Je comprends. C'est un appareil à crêpes, le cannelé, donc il faut qu'il y ait une liaison, que ça épaississe un petit peu. Et si on laisse reposer, ce phénomène va se produire lentement et au frigo en toute sécurité, parce que les aliments et des œufs, on ne les garde pas au chaud. On les garde bien au froid. Bien au frais. Voilà, surtout lorsqu'un œuf est ouvert. Un œuf entier peut se garder à température ambiante, mais lorsqu'on l'a ouvert, cassé, c'est fini, il faut que ça soit au froid. Voilà. Donc, Alors, 12 heures au réfrigérateur. voilà. Ensuite, la cuisson. La cuisson, c'est très délicat. Ne pas oublier, bien sûr, de beurrer les moules, comme j'expliquais, parce que le cannelé, il y a beaucoup de sucre. Donc, vous voyez, on a un demi-litre de lait, mais on a quand même 245 grammes de sucre. Oui. C'est assez important. C'est très sucré. C'est ce qui va donner le caramel tout autour et garder le moelleux à l'intérieur. C'est grâce au sucre qu'on va arriver à avoir ce résultat. Donc, il faut
que le four soit chauffé à température de 200 degrés. Alors, bien sûr, tous les fours ne sont pas égaux. C'est pour ça qu'il faut faire au moins 2 ou 3 fois la recette avant de tomber pile poil. Peut-être que certains fours, ça sera 220, 230 ou 180. C'est suivant les thermostats des fours. Mais en général, la base, c'est 200 degrés, thermostat 8. En général, ça marche comme ça. Il faut 45 minutes de cuisson pour cette dimension-là. Et bien veiller à ces 45 minutes. Bien veiller à ces 45 minutes et surtout les contrôler aussi au bout d'une demi-heure. Si ça colore trop, vous baissez de 5 degrés votre four. Si ça colore pas assez, on réajuste un petit peu. Alors, il faut que la plaque soit mise plus près de la sole, c'est-à-dire du bas du four que du haut. Qu'on soit plus près du bas, parce que c'est plus difficile à faire cuire le cannelé du bas. La partie basse étant beaucoup plus humide et dans beaucoup plus de quantité, ce sera plus difficile que le dessus qui va recevoir l'air de votre four. Dans un four à air pulsé, ça marche très bien. Dans un four traditionnel, on diminue un peu le temps, ça va plus vite, ça cuit différemment, disons. C'est pas que ça va plus vite. Il faut peut-être diminuer un peu le temps. Mais ça, c'est à la ménagère de contrôler sa cuisson et de vérifier bien sa cuisson. Voilà ce qu'on peut dire sur la cuisson des cannelés, sur les cannelés bordelais. Nous avons parlé tout à l'heure du rondeau. Oui. Nous allons peut-être pouvoir réfléchir à comment faire notre potée auvergnate. Voilà, le rondeau va nous servir un plat de saison, la potée auvergnate. Donc on va faire une potée auvergnate façon bordelaise. On va un peu... on va l'adapter. On va l'adapter à notre récipient, à nos connaissances et à ce qu'on a dans la région. Donc on va faire une potée auvergnate, bien sûr, le chou, le petit salé, essentiel. Voilà, du jarret, du plat de côte, ça c'est suivant l'on veut. On peut mettre de la Montbéliard, on peut la transformer, on y met un peu ce que l'on veut, de la saucisse de Toulouse, on fait un peu ce que l'on veut, du lard, de la ventrèche dedans. Ça, c'est pas du moment que c'est un peu salé, ça a été salé ou qu'on a dessalé, qu'on a un produit qui a un peu de goût, ça va aller tout seul. Alors la potée auvergnate, un beau chou bien vert, un joli chou, on enlève les premières feuilles, on va l'émincer, c'est-à-dire couper les feuilles en petits morceaux, en petits carrés. On peut laisser la jambe, moi je l'enlève pas parce qu'une fois que c'est cuit c'est excellent, il ne faut pas tout enlever. Pas d'amertume. Non, l'amertume c'est surtout sur les premières feuilles vertes. Voilà, vous enlevez les 4-5 premières feuilles vertes, c'est là où vous avez de l'amertume. Voilà, une fois enlevé ça, il n'y a pas de souci. On émince nos feuilles en petits carrés de 2-3 cm de côté, vous voyez, pas trop fin. Vous avez coupé toutes vos feuilles, il faut les mettre 2 ou 3 les unes sur les autres et on coupe le couteau dans un sens et après dans l'autre sens, ça va très bien. Le cœur blanc, lui, c'est plus facile à couper. On les lave, c'est indispensable, on les égoutte, on les met dans le rondeau, le fameux rondeau de 35 cm qui va nous servir un petit peu quand même. On met ce chou dedans, on le recouvre d'eau froide et on le met sur le feu, thermostat maximum. D'accord. À la première ébullition, on renverse tout ça dans une passoire. On appelle ça blanchir le chou, ce qui va enlever l'amertume, la saleté, s'il y avait quelque chose qu'on n'aurait pas vu, une petite limace qui serait promenée par là, écoutez, elle est cuite, c'est terminé, on ne la verra plus. Alors, ce que je n'ai pas dit, quand on lave le chou, moi je mets toujours un petit peu de vinaigre dans l'eau. Oui. C'est indispensable quand on lave des salades, des choses comme ça, des légumes verts, mettez du vinaigre dans l'eau. Alors moi j'ai une solution très, très, très facile et simple, j'ai un vaporisateur avec du vinaigre blanc dedans et je donne 2 coups de vaporisateur dans mon eau, on gagne du temps, ça va vite, on repose sous l'évier, clac, c'est fini. Il faut se mettre en place un petit peu, il faut s'adapter un peu dans la cuisine. Oui. Si on arrive à s'adapter, à voir tout ce qu'il faut sous la main, on gagne un temps fou. Et ça donne envie de travailler, de faire de plus en plus de choses. On va revenir à la potée quand même. C'est noté, Jean. C'est noté. Mais alors, parlons de cette bonne potée. Voilà, une potée, un chou vert, 4 carottes, 2 oignons, un bouquet garni, de la graisse de canard. Ah oui, à Bordeaux. Ça, c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. Et on est parti. Donc, la graisse dans le rondeau, 2-3 cuillères de graisse, soit généreux un petit peu. C'est un plat d'hiver, il faut que ça soit un peu... Il faut des forces. Voilà, il faut des forces. C'est indispensable, le gras, pour supporter le froid. Actuellement, il fait 0 degré pratiquement. Il faut un petit peu de gras, de consistant. Donc, on met le gras dans le rondeau, on émince l'oignon en petits dés, un petit morceau. Pas trop fin, ça sert à rien. La carotte, même principe, on la coupe en deux, recoupe en deux, on fait des petits carrés. C'est pas obligé que ça soit au millimètre, on va pas vous demander, c'est pas un restaurant étoilé, que nous sommes dans un foyer ménager, là c'est autre chose. On met à revenir notre oignon, notre carotte, dans la graisse d'oie. Par contre, il faut que ce soit bien revenu. Une spatule, on fait bien revenir les éléments, il faut que l'oignon devienne translucide, et que la carotte commence à colorer un tout petit peu. Et à ce moment-là, c'est revenu, ça donnera de la saveur et du goût. Il faut que les ingrédients chantent. Voilà. Exactement. Et puis il faut cette odeur, vous allez voir le canard et puis la carotte qui caramélise, puisqu'il y a du sucre dans la carotte. Cette odeur est fort agréable. C'est ce qui va parfumer votre plat. On met le chou qu'on a égoutté, blanchi dessus. On met le bouquet garni. On met nos viandes. Alors si on a des viandes crues, salées, qu'on aura dessalées un petit peu avant, ça c'est marqué quand vous achetez, votre boucher vous explique, ou dans le supermarché, c'est marqué dessus si c'est à dessaler ou pas dessaler. Si c'est à dessaler, il faut 5-6 heures de dessalage.
Vous mettez tout ça à cuire. Je parle en viande crue, là. Hein. Oui. Attention, parce qu'il y a des viandes toutes prêtes, cuites, c'est autre chose. Pré-cuites, oui. Voilà, alors, celles qui sont crues, on les met dans la potée, on mouille à hauteur, on met une poignée de sel, on met quelques grains de poivre entiers. Alors moi, je mets un petit piment oiseau dessus, parce que j'aime quand ça pique un petit peu. Un petit piment Un peu oiseau. d'exotisme Un de peu notre d'exotisme potée. dessus. On met notre couvercle et on laisse cuire gentiment. Il faut, pour l'ensemble, une bonne heure de cuisson. Tout doucement, à feu tout doux. Une fois qu'on a récupéré l'ébullition, alors on démarre au maximum. Une fois qu'on a récupéré l'ébullition, on calme le jeu, on met le couvercle, le fameux couvercle de notre rondeau, Du qui rondeau, serve un petit peu. bien sûr. On met tout ça à cuire gentiment et on laisse compoter gentiment. Si on a des viandes cuites, on fait notre potée sans les viandes, on met à cuire notre potée, et 5-10 minutes avant, On rajoute. on met la viande cuite à réchauffer dans la marmite qui va parfumer, donner le goût de la potée. Voilà pour une recette de potée très simple à faire et rapide à faire, à exécuter en quelques minutes. Eh bien, Jean, vous nous avez mis l'eau à la bouche. Écoutez, Clarisse, merci. C'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Radio CHU. Au plaisir de vous retrouver, Jean. À bientôt. Au revoir.